Bien, bonsoir à tous, Jean-Paul Bourg, il est 23h20, vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, pour un parcours de nuit. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je pense, ce soir, on verra l'événement, s'il y a événement ou pas. Salut à tous les croquants de la nuit, les Robins des Bois, ceux qui sont contre la guerre, toutes les guerres, contre la souffrance, contre le malheur, de vivre et de faire subir à l'autre. La privation de liberté, de droit de penser comme tu veux penser. Ah là, les enfermements, je supporte pas, ni dans ma tête, ni à l'extérieur. Et je sens une grande peuplade, là, qui occupe une partie de l'Amérique, qui a envie d'imposer son pouvoir au monde. Avant d'en venir au sujet de mon émission, juste une parenthèse. On dit les Américains, c'est vachement condescendant. On devrait dire les habitants des États-Unis, États-Uniens par exemple. Parce que l'Amérique, c'est aussi bien le Nord que le Sud. Alors cette suprématie, et voilà un pays qui n'a pas de nom, les États-Unis. L'Amérique, l'Amérique latine, ils ont posé la botte dessus, et c'est eux les Américains. Et nous, comme des cons, on répète les Américains, les Américains. Quels Américains? Il y en a au sud, il y en a plus au nord, il y en a au centre. La peuplade, les peuples qui sont là-bas, tant mieux, les peuples libres aussi.
Puis il y a les gouvernants, comme partout, les fouteurs de merde. Moi, je veux parler ce soir non pas des fouteurs de merde, bien qu'il y en a un qui va lancer ses bombes bientôt, mais de mecs qui ont lancé des bombes dans la cervelle, des bombes explosives à vision, des mégatonnes de pure vision dans la cervelle, des poètes, ceux qui ont ouvert les lignes, des explorateurs, des musiciens, peu importe, artistes de la vie, du vécu, du vivant, peu importe la forme, explorateurs des dimensions, dans un laboratoire, études sur les corpuscules, Amazonie mon frère, ou explorateur des rêves, tout simplement, peu importe, ceux qui transgressent les limites, parce qu'il y a transgresser, ça veut simplement dire reprendre ses droits, c'est tout. C'est pas aller contre la loi, c'est pas être hors la loi. Et hors la loi, pour l'instant, on sait qui c'est, d'accord. Moi, je parlais de vrais hors la loi, pas les mêmes, qui avaient le panache de leur tragédie égotique personnelle, qui pensaient pas en pouvoir mondial écrasant, malgré leur rêve de démiurge, parfois. Je serai au salon du livre, si vous voulez venir et qu'on se rencontre. Rencontre, ça se dit? Qu'on se rencontre, on peut se raconter aussi. Donc, je serai au salon du livre vendredi, là, qui vient le 21 mars, à 15h30, si vous voulez venir, pour mon livre Villiers de l'Isle-Adam, la bio sur ce poète français d'époque décadente. C'est paru aux Belles Lettres. Donc je signe ce bouquin, et puis d'autres, bien sûr, que j'ai fait aussi. Vous pouvez venir avec d'autres bouquins que vous avez chez vous, ou les mains dans les poches, simplement, vivant, voilà, c'est tout, on ne demande pas plus. La vie, voilà, la vie immédiate. Puis il y a des bières aussi au salon du livre, on peut boire derrière. Bon, enfin, basta. Donc si vous voulez venir, vendredi 21, c'est à les bières, moi je les rate jamais au salon du livre, malgré les signatures. Donc, oui, alors voilà, le stand des Belles Lettres. Le stand, c'est dans le hall 1, hein, c'est porte de Versailles, le salon du livre, hein. C'est métro Ballard ou porte de Versailles. Donc dans le stand Hall 1, voilà, vous y êtes au salon du livre, 5 € pour entrer, vous y êtes au salon du livre. Et le stand où je serai, si vous voulez noter, c'est le F130 et G131. Ça doit former un angle, j'imagine, dans les allées d'éditeurs, dans le salon du livre. F130 et G131, c'est les Belles Lettres. Bon, dans le Télérama qui vient de sortir, là, il y a tous les noms de tous ceux qui signent. Vous cherchez beau, vous trouvez mon nom aussi. Et l'indice du stand, c'est dedans aussi. Et puis à l'entrée au salon, il y a aussi la liste. Bon, enfin, voilà, je serai le 21 mars à 15h30 au salon du livre pour un livre, et pour d'autres aussi, mais pour surtout ce livre, aux Belles Lettres, Villiers de l'Isle-Adam. Et je voulais qu'on en parle ce soir, non pas du livre, si du livre, je l'ai écrit, c'est ma vision, ça sort de moi. Mais c'est pas ma vie, hein, c'est celle de Villiers de l'Isle-Adam, un poète français décadent qui est passé par des périodes de somptuosité à la misère la plus noire. De là le sous-titre du livre, Villiers de l'Isle-Adam, splendeur et misère. Voilà, c'est le titre qu'on a donné au livre. Et bon, ce mec, c'était qui? C'était quoi? Personnage étonnant qui a laissé très moins connu que Rimbaud, Nerval, Baudelaire et d'autres, hein. Même s'il était un proche de Baudelaire, qui déjà était confirmé, lui, par contre. Lui était jeune poète, Villiers, quand Baudelaire était confirmé, et qu'il rencontrait Baudelaire à la brasserie de la rue des Martyrs, où se réunissaient beaucoup de nombreux poètes de l'époque. Donc, Villiers de l'Isle-Adam, moins connu, ou alors connu pour un seul livre important, des contes, qui s'appelle Les Contes Cruels. On connaît moins le reste, Isis, Axel, de grands livres qu'il a fait aussi. Mais les Contes Cruels, qui sont vraiment les plus réussis, en plus, les plus acérés, beaucoup plus que l'Irisme emporté d'Axel ou d'Isis. Bon, un grand poète oublié aujourd'hui, même s'il donne son nom à des rues, à des places, Villiers de l'Isle-Adam. Alors juste ce qu'en disaient ceux qui l'ont bien connu, quoi, ça ouvre un peu le bouquin. Mallarmé se souvient de lui, Mallarmé était un ami de Villiers. Mallarmé dit « Il habita à Paris une haute ruine inexistante, avec l'œil sur le coucher héraldique du soleil. Nul ne le visita. » Mallarmé dit, quand il rencontrait Villiers dans les cafés de Montmartre ou de Saint-Germain, il était d'une vieille famille, Villiers, historique, il agitait aussi des drapeaux de victoire très anciens, ou futurs. Je jure que nous les vîmes. Rien ne troubla pour moi, ni dans l'esprit de plusieurs hommes aujourd'hui dispersés, la vision de l'arrivant. Éclair, oui, cette réminiscence restera dans la mémoire de chacun. Un génie, nous le comprîmes tel. Et Rémy de Gourmont, écrivain lui aussi, dira en parlant de Villiers après la mort de Villiers, bien sûr, il a rouvert les portes de l'au-delà, closes avec quel fracas on s'en souvient, et par ces portes, toute une génération s'est ruée vers l'infini. Ça, c'est Rémy de Gourmont qui parle de Villiers.
Et puis Verlaine, après la mort de Villiers, se rappelle lui aussi de Villiers, avec lequel il traînait, la brasserie des Martyrs. Verlaine se rappelle que les bouquins de Villiers, il les avait eus, ça se vendait pas beaucoup, mais il les avait, il s'en rappelle. Ah, il les avait vendus avec Rimbaud, avec d'autres bouquins, pour faire un peu de sous et aller boire. Et il le regrette. Villiers est mort, il se dit, mais quand même, s'il y avait c'est important ce qu'il a fait. Ah oui, mon vieux Verlaine, t'étais bourré toi aussi, mais tu as pris conscience qu'après, dans Les Poètes maudits, une lettre à Charles-Maurice de Verlaine, c'est dans mon bouquin, où il dit, Verlaine, vous avez déjà lu ce que je vous disais hier à propos de Villiers et de ses œuvres, proprement maudites. Où se les procurer? Par lui? Ah non, il n'était pas encore mort, c'était la fin de sa vie. Par lui, presque chimère. Copé les a sans doute, Mallarmé aussi, dire que j'avais tout ça. Ce gredin de Rimbaud et moi, les bazardâmes avec tant d'autres choses en vue d'absinthe et de manille. Oh remords, ça c'est Verlaine. Les contes cruels de Villiers, on peut en prendre un d'emblée, là, on tire sur l'étagère, paf, on l'ouvre, on va prendre un livre des contes cruels, le premier. En exergue, il a mis une phrase de Goethe, de la lumière. Et puis, Villiers, qui propose carrément de nouvelles tables de la loi, il balance son truc. Provocation. Pascal nous dit qu'au point de vue des faits, le bien et le mal sont une question de latitude. En effet, tel acte humain s'appelle crime ici, bonne action là-bas, et réciproquement. Et il enchaîne, Villiers. Alors ça c'est l'ironie mordante de Villiers. Ainsi en Europe, l'on chérit généralement ses vieux parents. En certaines tribus de l'Amérique, on leur persuade de monter sur un arbre, puis on secoue cet arbre. Et dès la première page du conte, Villiers, qui poursuit son dynamitage, à Sparte, le vol était pratiqué et honoré. C'était une institution hiératique, un complément indispensable à l'éducation de tout lacédémonien sérieux. En Laponie, le père de famille tient à honneur que sa fille soit l'objet de toutes les gracieusetés dont peut disposer le voyageur admis à son foyer, en Bessarabie aussi. Et conclut tout ça, Villiers, dans ce conte. L'on dirait enfin que l'humanité tout entière a oublié et cherche à se rappeler à tâtons en ne sait quelle loi perdue. Et tout Villiers, c'est ça, c'est retrouver cette loi perdue. Et son parcours, c'est un parcours de splendeur et de misère, dans quelques instants, pour une petite heure, vous pourrez intervenir ensuite. Allez, on part avec Villiers, puis on sera ensemble, si vous le voulez, au Salon du Livre, ce vendredi à 15h30 pour ce livre d'autre chose, au stand des Belles Lettres. À tout de suite, avec Villiers. Villiers, c'est quoi? C'est un grand poète oublié, ouais, moins connu que d'autres, qui pourtant a marqué par une œuvre qui est disponible en poche. Aujourd'hui, on peut la trouver, ouais. Villiers de l'Isle-Adam, ouais. Sorte de... Il a terminé quasiment dans la misère, clochard, terrifiant, écrivant à plat ventre sur le sol, avec rien, pas d'argent. Et il a connu des heures splendides où il dépensait son fric à la brasserie quand il était jeune et que sa famille pouvait encore le nourrir avant qu'elle fasse faillite et qu'elle le laisse seul. Choisit, rentre en Bretagne, pays natal, travailler, ou vit avec les Brèmes à Paris, réussit ou crève. Eh ben c'est bizarre, Villiers a réussi quelque part, il a laissé son nom, des grandes œuvres, et crevé, il est crevé, ouais. Il est pas mort. Un mec qui est crevé, ouais. La ville a crevé, c'est pas régulier, pour un sale lézard qui vit par hasard hors de la société, c'était ferré ça. À tout de suite avec Villiers, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Je ne sais
ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède. Celui qui chante se torture, quelle crise en moi, quel animal je tue, ou quelle créature, au nom du bien, au nom du mal, seuls le savent ceux qui se tuent, seuls le savent ceux qui se tuent. Machado dort à Collioure, 3 pas suffirent hors d'Espagne. Que le ciel pour lui se fit lourd, il s'assit dans cette campagne et ferma les yeux pour toujours, et ferma les yeux pour toujours. Au-dessus des eaux et des plaines, au-dessus des toits, des collines, un plein champ monte à gorge pleine, est-ce vers l'étoile Olderline, est-ce vers l'étoile Verlaine, est-ce vers l'étoile Verlaine. Marlowe, il te faut la taverne, non pour Faust, mais pour y mourir, entre les tueurs qui te cernent de leurs poignards et de leur rire, à la lueur d'une lanterne, à la lueur d'une lanterne. Étoile, poussière de flamme, en août qui tombait sur le sol, tout le ciel cette nuit proclame l'hécatombe de Rossignol. Mais que c'est l'univers du drame, mais que c'est l'univers du drame. La souffrance enfante les songes, comme une ruche ses abeilles. L'homme crie où son fer le ronge et sa plaie engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges, plus beau que les anciens mensonges. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède.
Villiers, il vit quand il est môme à Saint-Brieuc, en Bretagne, une famille aristocratique. Dans ses ancêtres, certains ont participé avec les croisés aux batailles de Saint-Jean d'Acre. Donc il a une famille qui s'enracine très loin dans l'histoire guerrière de la France. Puis lui, il arrive, décadent, fin de race, comme on dit. Et Villiers, gamin, avec des questions pertinentes à ses professeurs, à ses maîtres d'école, quand Villiers dit, ça fait le début d'un chapitre du livre que j'ai fait là, sur Villiers, quand Villiers dit, ouais, ça c'était, ouais, bon, il est à la brasserie, non, mais quand il est jeune, collège de Saint-Brieuc, voilà, ouais. Ils enseignaient au collège religieux de Saint-Charles, à Saint-Brieuc où Villiers était, que Dieu est lointain, inconnaissable, et que les extases des mystiques ne sont pas données au commun des mortels. Et le jeune Villiers l'Isle-Adam rétorque au prof, c'est dans mon bouquin lui, « Monsieur, ce n'est pas Dieu qui est éloigné, c'est nous qui nous perdons. » Attends, le môme, il a quoi? Il a 12 ans, là. Il est né le 7 novembre 1838, pour le fixer dans le temps, signe du Scorpion, jour d'automne, période des beaux brasiers à l'extérieur, spleen partout, les froides ténèbres dont parle Baudelaire, et puis découvre la Bretagne mythique, celle de ses ancêtres. Un extrait, son père, le père de Villiers était particulier, ouais. Déjà gamin, la famille poussait Villiers à devenir un homme de lettres, à travailler dans la littérature. Ils avaient confiance en lui, à la différence de parents, de poètes comme Rimbaud, Baudelaire ou d'autres, pour qui c'était le scandale. Lui, au contraire, on le poussait dans ce sens-là, fallait qu'il devienne. Son père était déjà pas mal à la masse, le père de Villiers. Le père de Villiers, voilà un extrait, mon bouquin. Ce père a dû faire une étrange impression à cet enfant de 12 ans qui déjà cultivait les chimères. Sans le savoir, le marquis de Villiers de l'Isle-Adam, le père, le mettait sur une piste, lui montrait le sens d'une quête. Pour faire fortune et redorer le blason familial, le marquis, le père, n'envisageait qu'une seule solution, retrouver l'or que les chevaliers de Malte, ses ancêtres, avaient peut-être enterré près de Quintin en Bretagne. Pratiquer des fouilles et retrouver les trésors cachés dans les châteaux, dans les manoirs de la famille en Bretagne. Ça, c'est un texte d'Alain Rey qui dit il suffisait de bien chercher. Malheureusement, il fallait d'abord acheter les terrains, où il y avait les anciennes ruines familiales pour fouiller la terre, chercher le trésor. Il fallait d'abord acheter les terrains, puis les revendre, si les fouilles s'avéraient infructueuses, ce qui pouvait entraîner des pertes très lourdes, de là la catastrophe financière de la famille. On dit que par moment, le père donc, faisait faire des travaux sur 10 ou 12 chantiers en même temps. Et il a trouvé quasiment rien, quoi. Un service de table, il paraît ancien. Ouais. À mesure qu'il vieillissait, ses spéculations devenaient de plus en plus ruineusement chimériques. Retrouver les galions de Vigo, creuser des mines d'or au Pérou, c'est des rêves du père, ça. Mais il ne perdit jamais sa foi inébranlable dans l'imminence de richesses immenses, ni ce grand air qui faisait imaginer qu'il était auréolé de quelques derniers reflets de la gloire médiévale. C'est Alain Rey qui parle, je le cite dans mon livre, et je reprends, un père chercheur d'or, croyant aux fabuleuses histoires. Le pouvoir passa sans doute du père au fils, le flambeau qu'on se transmet à travers les siècles. Et ouais, on s'occupa du petit, on le prépara pour son triomphe. Hein. C'est lui qui remporterait l'ultime bataille des lettres en devenant un homme connu. Hein. Donc ça, c'est l'enfance quand il était gosse. Il joue du piano, ou qu'il écrivait des poèmes. La famille venait visiter la tante Kérinou qui s'occupait de lui, et puis son père et sa mère. Où est le petit bon, on pourrait dire il est dans sa chambre. Tiens, descends, viens dire bonjour à l'arrière-tante, à la tante, au cousin, etc. Il est en train d'écrire des poèmes dans sa chambre. Que disaient ses parents aux visiteurs? Ils disaient « Vous l'excuserez, il travaille. » Déjà les mecs, les parents l'avaient mis sur des rails, mais il a pris les rails à sa manière. Ouais. Premier amour de Villiers. D'abord les textes qu'il lit, des textes sombres, toute cette poésie gothique et romantique des années 1830, de Byron à Baudelaire qui arrive. Et Villiers, il a lu Edgar Poe aussi, traduit par Baudelaire un peu plus tard. Villiers
est amoureux d'une jeune fille qui habite à Saint-Brieuc, à côté de chez lui. C'est une jeune fille qui a 18 ans. Et elle meurt à 18 ans, en 1855. C'est même l'année où Villiers quitte la Bretagne pour s'installer à Paris avec la famille. Ça coïncide. Cette jeune fille, c'est quoi cet amour? Bon, il ne s'est rien passé entre eux. Amour platonique, et puis il allait la visiter sur son lit de malade, régulièrement, son lit de mourante. Et en rentrant le soir chez lui, il écrivait des textes, des poèmes. Ça fait partie des premiers poèmes sur cette jeune fille qui va mourir, qui est allongée sur son lit, amoureux d'une jeune malade, d'une jeune morte, proche d'Edgar Poe par l'empoisonnement de tous les sens. Edgar Poe qui a écrit La chute de la maison Usher, où il parle de Roderick Usher qui vit dans ce manoir. Et je dis dans le texte, donc dans mon livre, il a été Roderick Usher veillant le cadavre ensorcelé de Lady Madeleine. Villiers a fait l'expérience réelle du conte, s'est déplacé avec son corps dans le salon de la maison Usher, au milieu des vieilles boiseries, loin du souffle de l'air extérieur, pour veiller la jeune malade jusqu'à son dernier souffle. Peu importe le nom de la jeune fille, elle fut Lady Madeleine, Bérénice ou Lygia, les héroïnes blafardes du romantisme noir, magnifiées par Roger Corman et les films de la Hammer. Il avait assisté à l'agonie de sa bien-aimée de longues heures, dans la maison de Saint-Brieuc. Son cousin Pontavis de Hessé se souviendra de cet amour fatal vécu dans l'adolescence. Il dit le cousin. C'était un de ces êtres délicieux dont il a si bien dit, en parlant de cette fille, il est des compagnes qui ennoblissent toutes les joies de la vie, des jeunes filles radieuses et dont l'amour ne se donne positivement qu'une fois, des cœurs sacrés, des êtres d'horreur et d'idéal. Et le cousin reprend, « Je ne profanerai pas cette sainte passion de deux enfants, Villiers, la jeune fille malade, en essayant de la raconter. Je dirai seulement, ils s'aimèrent, elle mourut, et soudain la souffrance élargit et déploya les naissantes ailes du poète. » Voilà comment le cousin explique le génie de Villiers qui s'éveille. Donc cette rencontre avec cette fille morte, qui va mourir, qu'il va voir, quand il va la voir qu'elle est sur son lit de mourante, malade, livide, blafarde, le pouls ralenti ou accéléré, peu importe, souffrant, et elle est contente qu'il soit là, bien sûr. Villiers rentre chez lui, et comment il décrit dans les poèmes la jeune malade qui va mourir? Je reprends le texte de mon bouquin. Lorsqu'il quitte la chambre de la malade, Villiers rentre aussitôt chez lui noter ses impressions, ses sensations, sous la forme d'un poème, d'une confidence faite à la nuit. Texte de Villiers, sur la jeune malade. Souvent je viens ouvrir de nuit ta porte close. J'admire la langueur charmante de ta pose, tes formes sous les plis voilant leur nudité, que j'aime à regarder mon amour qui repose, dormant dans sa beauté. Je dis, voyant tes bras croisés sous les dentelles, ma malade exilée a ployé ses deux ailes. Puisse son âme enfuie un moment d'ici-bas, aux jardins idéal, cueillir des immortels. Oh, ne t'éveille pas. Il la veut morte, le fou. Bon, cet amour nécrophile, proche des visions de Byron, d'Edgar Poe surtout. Donc, c'est ce moment-là où Villiers est passionnément amoureux. Passionnément amoureux, et il fait quoi puisqu'elle meurt? Puisqu'elle meurt, Villiers, il rentre à Paris. Il part à Paris et devient poète, bohème, et puis bon, toute l'histoire de Villiers, sa vie. Ce que dit Philippe Solers en parlant de Villiers, tiens, je l'ai cité dans mon bouquin, Solers, c'est bien, je trouve ce qu'il dit, c'est juste. Il dit, Villiers, c'est le vaincu type, le général tombé au combat, le rêveur et le railleur, dont les troupes légitimistes et révolutionnaires, paradoxe qui va s'éclaircir au siècle suivant, peuvent faire leur emblème sombre, leur martyr prématuré. Villiers arrive à Paris, à la brasserie des Martyrs, où on rencontre les poètes. Baudelaire, Verlaine, Catulle Mendès et d'autres. Baudelaire qui a sa table, qui est déjà, c'est les Fleurs du Mal, qui est un grand poète. Il a sa table comme Sartre l'avait la sienne à une époque au De Magot. Et Villiers arrive de sa province natale avec ses poèmes sous les bras, ces poèmes qu'on écoutait tout à l'heure sur cette jeune fille qui sont bancales, larmoyants. Bon, il a 18 ans, Villiers.
il est en pleine rêverie romantique, mais empoisonné par des songes. Il va raffiner et travailler son écriture. Mais il arrive avec ses poèmes, là, et avec son personnage, surtout. Le personnage de Villiers, déjà jeune, ses délires, quand il avait bu aux tables, Villiers, ses prétentions par rapport à sa famille, les Villiers de l'Isle-Adam, connus dans toute l'histoire de France. Villiers à la brasserie des Martyrs, ses amis poètes l'écoutent, il fait des rêves, ce sont des objectifs de reconquête militaire de sa famille. Il demande, Villiers, il délire à une table de café, il demande la restitution d'une fortune de plusieurs millions due à Villiers de l'Isle-Adam, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, injustement dépossédé par l'Angleterre. Voilà ce que demande Villiers. Il explique ça comme ça. Il demande mieux, le trône de Grèce. Ouais, c'est lui le prétendant au trône de Grèce. Tu dis, c'est un fou, il délire. Par sa famille, il peut le prouver, dit-il. Et je reprends mon texte. Il réclame aussi la succession légitime du trône de Grèce, affirmant le plus sérieusement du monde qu'il va demander une audience à l'empereur Napoléon III et faire valoir ses droits. Tout ça, ça se passe dans un café de la Bohème littéraire à Paris, c'est la Brasserie, rue des Martyrs, 75 rue des Martyrs, pour les nostalgios qui veulent faire les pèlerinages. Ce grand café, la Brasserie, où on rencontrait Baudelaire et d'autres, Verlaine, Catulle Mendès, Villiers, un auteur de l'époque, parle de cette brasserie. Il dit, c'est une sorte de Jérusalem lumineuse de la poésie, de la nouvelle pensée, quoi. Alfred Delvaux, qui est un ami de beuverie de Villiers, qui vivait les insomnies avec lui, qui affirmait, en parlant de la brasserie du 75 rue des Martyrs, si par un caprice quelconque de la Providence, Paris venait à disparaître, comme Rémulus dans une trombe, ou comme Élie dans un feu d'artifice, et qu'il ne restât debout que la brasserie des Martyrs, cette grande hôtellerie de l'intelligence, il serait facile de refaire une cité nouvelle, où certainement ce serait l'esprit qui manquerait le moins, pour dire l'importance qu'avait ce lieu, ce qu'a fait dans ces années-là, lorsque Villiers, en 1855, débarque à Paris. Et il a en tête ce mauvais scénario qui pour lui est peut-être jouissif et morbide. Cette jeune fille qui est morte, il en a fait son amour et il l'a aimée dans la mort, comme les héroïnes d'Edgar Poe, les héroïnes spectrales, fantomatiques. Et là, il rejoint les grands mythes qui l'ont lui-même tourmenté, que ce soit les grandes œuvres lyriques de Wagner, comme le Tristan et Iseult. Villiers ira voir Wagner chez lui avec des amis, avec Gautier, avec la fille de Théophile Gautier. Il était amoureux de la fille de Gautier, elle a jamais voulu de lui. Surtout Gautier voulait pas. Il disait quoi? Il était connu, Gautier. Un prosateur qui crève la faim, tu vois. Alors que lui avait connu les romantiques et tout, le salaud maintenant qu'il était installé, pas d'un Villiers là-dedans. C'est qui ce mec-là? Il écrit, il fait quoi? Il a pas d'argent, il traîne. Il voulait pour sa fille quelqu'un de son niveau à lui, jeune, difficile à trouver. Je vois pas qui à l'époque avait la notoriété de Baudelaire, de Gautier. C'était des jeunes, les autres, qui arrivaient. Donc, ouais, cet amour empoisonné, ça a été... on a vu souvent Villiers composer au piano des symphonies lugubres et sombres, qui rappellent le Tristan et Iseult, jouer le Tristan et Iseult de Wagner, ou d'autres œuvres plus mélancoliques. Tout ça pour faire entrer en lui une sorte d'ivresse et de transe pendant le jeu du piano. Il y a des témoignages sur sa façon de jouer du piano, et ceux qui étaient présents, il y avait une transe, c'est dit dans les témoignages. De la même façon que l'écriture et ses dérives dans les bars à Paris. Tristan et Iseult, grande œuvre noire du romantisme noir dans la littérature qui traverse la littérature gothique, la littérature de l'empoisonnement de tous les sens, qui est le besoin de connaissances éclairées, qui est le besoin de pur cristal et qui passe par... Il y a une mise à mort, il y a une crucifixion longue, lente. Il y a le poids de la vie, il y a en même temps la légèreté du rêve, il y a des tas de choses qui te plombent, et puis il y a la mort. La fatalité, ce qui rentre dans l'œuvre de beaucoup de poètes de cette époque. Tristan et Iseult, c'est ça, c'était le grand fleuve sombre qui coule avec ses éblouissements. Et là-dedans, tu meurs et tu ressuscites. Tu fais le grand jeu de la vie et de la mort. Ouais. Ça, c'est sur la scène d'un opéra, oui. Tristan et Iseult, ouais. Tel que Villiers a pu l'entendre aussi à son époque, quand il allait aux premières des opéras de Wagner. Il faisait partie de la minorité pionnière, bruyante, qui allait aux opéras de Wagner en France, avec Catulle Mendès.
Mais ça, on peut l'appeler le noir enchantement de tous les sens. Je vais vous lire quelques extraits de mon bouquin sur ce que fait Villiers, comment il se comporte à Paris, dans les cafés la nuit surtout, sa façon de vivre, dans ce Paris décadent du 1860, 65, je sais plus en quelle époque exacte, enfin tout ça, bon les chiffres on s'en fout, c'est l'instant qui est important. La nuit de la mort de Musset, poète connu qui meurt, la nuit de la mort de Musset, il vient sonner à la porte du poète et demande à pleurer en silence auprès de sa dépouille. On lui refuse, bien sûr. C'est une tentative fervente d'approche de la mort, de participation à son mystère dans la présence d'un grand mort. De la même façon, il rendra régulièrement visite à Baudelaire pendant les derniers mois de sa maladie, fasciné, guettant le moment intense où les formes extrêmes du génie se déverseront dans l'oubli et dans la mort, porteuses peut-être d'une clé, d'une connaissance. Plus loin dans le texte, voilà. En 1860, Villiers de l'Isle-Adam, qui a 22 ans, affirme travailler à une œuvre majeure en plusieurs volumes qui aura pour titre Isis. Prétend écrire un nouveau Faust, ainsi qu'un essai philosophique, La tentation sur la montagne, qui lui servira de levier pour soulever le monde. Après quelques bocs, il se met à parler, et sa parole devient magique. Il peut ainsi monologuer de longues heures, fumant nerveusement, les yeux au plafond, emporté dans une spirale de vision. Il sortait la nuit, à l'heure où brillent les lampes à gaz dans les cafés, sur les boulevards. Il impressionna profondément tous les bohèmes de Montmartre, qui avaient fait de lui une sorte de prophète bavard, capable de vivre ses rêves debout. Il n'avait pas devant eux un littérateur, l'un de ces bipèdes à la cervelle plate qui encombrent les revues, mais un sorcier, un visionnaire, installé dans un état poétique permanent. Sa présence créait deux camps, diamétralement opposés. D'un côté les fervents, les aficionados, les passionnés, et de l'autre, ceux qu'il considérait comme un raseur. Il est là, à la brasserie des Martyrs, au café de l'Ambigu, au casino Cadet, où se réunissait la jeunesse bruyante du siècle, telle que le découvrit François Coppée. Un jeune homme aux yeux bleu pâle, aux jambes vacillantes, mâchonnant une cigarette, rejetant d'un geste de tête sa chevelure en désordre et tortillant une fine moustache blonde. José Maria de Heredia, l'auteur des Trophées, appelait Villiers un fou très intéressant. Chacun assistait à un véritable spectacle, un one-man show comme au théâtre. Henri de Régnier témoignera de l'étrangeté de Villiers, de sa facilité à changer de monde. Son discours était plutôt un soliloque, coupé d'arrêts, de rires brusques. Il était entré avec sa rêverie et la continuait à haute voix. Je ne puis dire pour nous, mais devant nous, car il avait certainement oublié nos présences. Je reprends mon texte. Le magnétophone n'existait pas encore et il n'y a aucune trace sonore des fameux monologues de Villiers. Aujourd'hui, il est difficile de comprendre ce que ressentait réellement son auditoire, la passion ou l'agacement. Il nous reste les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé de longues nuits, dans l'ivresse et l'effervescence. Plus loin dans le texte, à quoi ressemblaient les discours de Villiers? Alan Redd, citant Judith Gautier, la fille de Théophile Gautier, révèle avec une grande exactitude le contenu des monologues de Villiers, après plusieurs bocs de bière. Le témoignage de la belle Judith Gautier remplace presque le magnétophone, l'enregistreur sonore. Villiers passait de contes improvisés à de lourdes plaisanteries, et de réflexions métaphysiques à des anecdotes sur Tribula Bonomé, de commentaires sans aménité sur les hommes du jour à des esquisses des œuvres qu'il se proposait d'écrire, de fantaisies bizarres sur sa vie passée à des rêves d'un avenir splendide. Pour le Figaro, journal officiel à l'époque, Villiers était un poète mièvre, sans talent, et pour Mallarmé, jeune poète plein d'avenir qui était là,
Il incarnait la poésie absolue. Extrait de mon texte toujours. Parfois se réveillait le versant diabolique, subversif de Villiers. Avant une soirée de lecture, il écrit à Soulary « Ce sera une fête d'épouvanter d'ahurir ce bon public, curieux de voir et d'entendre ces animaux rares que l'on nomme des poètes. Nous sommes décidés à nous venger de la bêtise en la plongeant dans la stupeur. » Bon, c'était provoque de Villiers. Villiers, déchiré entre l'idéalisme et la perversion, quelque part à la croisée déchirante, qui a écrit Isis, roman initiatique. Il reçoit de l'argent à Paris par sa tante, la tante Quirinou, qui envoie de l'argent. Il a de l'argent qui arrive de sa famille. Il vit avec l'argent qu'il reçoit. Il loue un appartement avec cet argent-là. Villiers dans Paris, dans ce Paris de la Bohème, quand il a voulu demander le trône de Grèce, aucun doute, Mendès a-t-il lu les journaux? Qu'a-t-il Mendès? Le trône de Grèce est vacant, et il le revendique, au nom d'une généalogie compliquée. Pour cela, Villiers ira jusqu'à faire descendre son rêve dans l'action. Maintenant qu'il a prévenu ses amis, il demande une audience à Napoléon III pour lui exposer ses titres et ses droits. Il ne fut pas reçu, et poliment éconduit par le grand chambellan, le duc de Bassano. Et pendant toute une année, le trône de Grèce deviendra l'objectif de sa quête, l'objet de ses discours dans les cafés. Les racines et l'ancestralité seront très fortes chez Villiers, mêlées à ce que le poète Hubert Haddad appelle le pourrissement extatique du symbolisme. Villiers n'a jamais été prêt pour le basculement révolutionnaire de la Commune, sauf s'il ramenait l'éternité, la paix tranquille, les parfums d'avant. Il se souvient des années d'enfance dans la terre de Bretagne. C'est l'amour et la sérénité de son pays qu'il réclame, quand tout est paisible et chaleureux. Et il y a pourtant l'image qu'en donne Mario Praz. Le parfum vénéneux des décadents, le drapeau noir. Il dit « Villiers de l'Isle-Adam, catholique lui aussi, du moins aimait-il à se proclamer tel, d'une piété tout imprégnée d'impiété, lui aussi avide de monstruosité sexuelle et d'horreur sadique. Il allait parmi les hommes comme un somnambule, ne voyant rien de ce que nous voyons, et voyant ce qu'il ne nous est pas permis de voir. » Ce que dit Mario Praz. Deux tendances, forgées comme les deux tronçons d'une épée. C'était l'héritage immédiat du roi Villiers, celui avec lequel il devait vivre, se battre et conquérir le monde des lettres. Lorsque l'argent de tante Quirinou fit défaut, Villiers se retrouva dans la précarité, la misère, la vraie bohème dont parle Murger. Mario Praz le comparera à une sorte de pauvre Christ du trottoir, que seul réconfortaient ses rêves fumeux, fastueux et cruels. J'ai gardé de Villiers la salle de gauche du Madrid, sur les grands boulevards, son dernier domicile, au 45 rue Fontaine, il y a une plaque. Une certaine idée de la mort et du désir, vécue dans l'insurrection du réel, sous toutes ses formes. J'imagine Villiers de l'Isle-Adam rôdant la nuit sur les boulevards, dans un décor éclairé au gaz. La mort n'a rien arrêté. Il semble poursuivre sa quête, indéfiniment. La mort l'intéresse. Elle détient sans doute la clé qui permet de changer de monde. J'écoute la radio en cette nuit de Noël 2001 en sourdine, en écrivant ce texte. Parfois je monte le son. Un auditeur explique que les enfants n'ont pas conscience de la mort. L'animatrice parle du comportement des enfants pendant les enterrements. « C'était joli », répond Gérard. Il évoque le regard de l'enfant, l'autre angle de vue, le panoramique secret. Mon ami Didier Deplège, fondateur de la radio Ici et Maintenant, sur le 95.2, dénonce les formes d'adoration religieuse, les excès de la dévotion. Le bonheur est dans la saisie de l'instant, dit-il, en rassemblant toutes les contradictions. C'est une bonne réponse. Dans cet instant qui est maintenant, mon temps illusoire croise la dérive quotidienne de Villiers, au même moment. À la radio passe Prince, puis un auditeur vient chanter l'Ave Maria de Gounod. Cette technique de travail me permet de laisser la porte ouverte entre les deux réalités, entre maintenant et avant. Obstacle effondré, je vois Villiers remontant le boulevard Montmartre, avec sa pathologie et ses angoisses, que nous comprenons nous aussi, citoyens de l'urgence. La passerelle est parfaitement tendue. Ces maladies modernes sont les nôtres, angoisse et somatisation.
Il n'y a même pas d'échelle hiérarchique du temps entre lui et nous. La modernité émotionnelle de Villiers m'apparaît parfois plus aiguë, plus instable que celle de Rimbaud, plus intoxiquée par les poisons. Il est inquiet, menacé jusque dans son corps. Le mal peut surgir de partout et les angoisses se transformer en pathologie physique. Un extrait d'une étude sur lui. Il aura toute sa vie des tics d'angoisse nerveuse dont les manifestations l'affolent soudain et confondent ses amis. Une goutte de salive dans l'œil et il craint aussitôt la perforation de la cornée. Bien mieux, pendant une fête donnée en son honneur par la princesse Munkanov, il lâche soudain son manuscrit, déboutonne son col et se déchausse, devant tout le monde, s'assied sur le piano, un arrêt cardiaque, une extrasystole, donc palpitation du cœur, lui a fait craindre un arrêt de cœur. Je reprends. Cette radiographie rapproche du personnage Villiers comme le ferait un zoom puissant. Il suffit que la biographie se superpose à la sensation. Villiers suffocant dans le salon de la princesse Munkanov pour ramener Villiers du gouffre. Je relis Villiers dans le texte, cherche la coïncidence de sa pensée et de ses actes quotidiens. J'écoute à la radio la musique de Mulholland Drive, le dernier David Lynch. Angoisse et somatisation du siècle. Le peste, quoi? Villiers n'est pas très loin. Il était lui aussi un extrémiste de l'imaginaire, créateur de réalité. Et il se produit parfois de curieuses pirouettes, des farces, dans les miroirs menteurs du temps. Je me souvenais avoir bu une bière dans la salle de gauche du Madrid, où se réunissaient Villiers de l'Isle-Adam et ses amis. Le Madrid n'existe plus. Voilà déjà 7 ans, il est devenu un Fridays. J'ai poussé la porte, étonné, pour obtenir au moins un élément de réponse. Le Fridays appartient à la très prestigieuse chaîne de restaurants américains TGI. Le premier Friday a été construit à Dallas en 1965, m'explique-t-on en toute innocence, en ignorant tout du Madrid qui avait un jour existé ici. L'accélération était évidente. On rendait de plus en plus vite les choses au vide, au néant, à l'absence de mémoire. J'ai pris consciencieusement des notes sur ce jeu impitoyable du temps qui empêche le retour. Toujours quelques extraits de ce livre sur Villiers-l'Isle-Adam, un livre que j'ai donc écrit, Splendeur et misère, sur Villiers-l'Isle-Adam, aux belles lettres. Et je rappelle que je signerai ce livre vendredi, le 21 mars, là, à 15h30, enfin, la pub en passant, pour ce livre, ou exactement celui-là, puis d'autres, bon, peu importe. 15h30, le 21, Villiers, il n'est pas ressuscité, il est dans un livre, il est mort, il est vivant, c'est quoi cette histoire? Il est mort, ouais, bon, on est d'accord, quoi. Qu'est-ce qui reste? Il a vécu des instants, comme on en vit maintenant, nous. Et ces instants ont été réels, intenses, dans un corps du maintenant, comme toi tu te sens toi, il se sentait lui. Cette vie qu'il a vécue, elle m'intéresse, c'est un frère. Toutes les expériences humaines sont celles de frères. Qu'ils soient Bush ou Mère Teresa, qu'ils ferment leur gueule, ce qui est poli, ou qu'ils ouvrent leur bouche, ce qui est vraiment impoli. Non, mais là, c'est des boutades. Bon, on s'en fout des pistes parallèles, on est quantique, mes amis, on le reste. Villiers l'a été, il l'a cherché, de la femme idéale qu'il a aimée, jusqu'à l'Ève future, il a construit un robot féminin. Ce livre de la fin de sa vie, l'Ève future. Un robot, déjà, l'anticipation de films qui viennent, la Matrix, de traverser de mondes parallèles. Il est dans la cybernétique, ce mec, il a construit une femme parfaite. Il est amoureux d'une machine, d'une mécanique. La dernière Ève. Voilà. Ça s'appelle La dernière Ève. L'Ève future, excuse-moi. Je parle à l'auditeur. L'Ève future, c'est le titre de ce bouquin. Il meurt peu de temps après, ouais. Donc, il part de la femme idéale, Nerval, quoi. La femme morte qu'il a veillée. Il aboutit à l'Ève future, mécanique, qu'il a créée de toutes pièces. Est-ce que c'est un désenchantement? Oui, c'en est un. Et en même temps, il est visionnaire complètement. Il fait la traversée des mondes. Enfin, il tente de la faire, il réussit ou pas. On l'a pas accompagné, on n'en sait rien, ouais. Ses relations avec les bonnes femmes, avec les bonnes femmes, vachement poli pour les levins, avec les jeunes femmes qu'on aime tous. Mais dans les bars, à la brasserie à l'époque, peut-être qu'ils parlaient comme ça. Ils avaient bu un coup, être la bonne femme à Gautier ou à Baudelaire, enfin dans le langage, les mœurs, la mode des mots de l'époque, hein.
Donc il y a eu des grands amours, bien sûr. Il y a eu Louise Dionnet en 1863, qu'il a connue par l'intermédiaire de Catulle Mendès. La relation de cette nana avec Villiers, qui est jeune, ils se rencontrent au Café de Madrid ou dans le salon du poète Le Comte de Lille. Donc cette relation qui va foutre le bordel parce que sa famille va dire « Il y en a marre, tes conneries à Paris, on t'envoie des ronds, rentre en Bretagne, et si tu veux pas, tu vas dans un monastère faire une retraite et réfléchir. » Et c'est ce qui va se passer, il y aura au monastère de Solesmes un certain temps, réfléchir, est-ce que je retourne à Paris avec mes amis bohèmes? Et de nouveau, cette femme que j'entretiens, c'est une... Bon, enfin, je vous dirai l'extrait, là. Ou est-ce que je retourne en Bretagne, travailler correctement, devenir notaire, ou je sais pas, enfin, son père, lui, c'était un fou, il cherchait des trésors, mais lui, non, à la limite. Mais la tante Quirinou et la mère, le père était faiblard par rapport à l'éducation du fils, le père était un rêveur. Mais la mère et la tante Quirinou, ça, elle l'avait à l'œil, hein. Pourquoi? Alors, le scandale, un extrait du livre. Après la jeune fille de Saint-Brieuc, Villiers rencontre les belles égéries, les demi-mondaines qui fréquentaient les salons artistiques et les cafés du boulevard, la future Sappho, qui fit tourner la tête du bel Alphonse Daudet, la cantatrice Augusta Holmès, l'un des amours impossibles de Villiers, et toutes celles que l'on voyait au bal de l'opéra, dans les salons libertins de la Maison Dorée. Il y avait là Clio la Cendrée, Anthony Chantilly, Anna Jackson, qui envoyait son chasseur réserver le fameux salon rouge. Catulle Mendès et Villiers l'Isle-Adam rêvaient perversion, frôlement, attouchement. Le lieu lui-même donnait à l'orgie une sorte de flamboiement souterrain, prédisposé à l'abandon de tous les sens, et mettait en émoi les jeunes femmes du Madrid ou de la brasserie. Villiers ramena de ses parties de chasse nocturnes des impressions proustiennes, quasi immédiates. Une photographie de l'instant, le bordel de luxe, changé tout à coup en temple. Dans les Contes cruels, un extrait de Villiers, une bûche ardente s'écrasait dans la cheminée. Autour de nous s'épandaient de fades senteurs d'étoffes, de fourrures quittées, de fleurs d'hiver. Les lueurs des candélabres étreignaient sur une console les seaux argentés où se gelait le vin triste d'Aï. Les camélias, dont les touffes se gonflaient au bout de leurs tiges d'arcale, débordaient les cristaux sur la table. Au dehors, il faisait une pluie terne et fine, semée de neige, une nuit glaciale. Des bruits de voitures, des cris de masques, la sortie de l'opéra. C'étaient les hallucinations de Gavarni, de Deveria, de Gustave Doré. Pour étouffer ces rumeurs, les rideaux étaient soigneusement drapés devant les fenêtres closes. Les convives étaient donc le baron saxon von A, il met pas le nom, le flave cimitien Catulle Mendès, son ami, moi, puis Anna Jackson, la Cendrée et Anthony. Pendant le souper, qui fut rehaussé de folies étincelantes, je me laissais tout doucement aller à mon innocente manie de l'observation. Alors malgré l'ambiance du salon, je continue le texte, malgré l'ambiance secrète du salon rouge qui favorise l'excitation, les tentatives du rapprochement, il est difficile de reconnaître dans les grisettes du boulevard la femme idéale qu'il célèbre dans ses rêves, Isis, Morgane ou Hélène emportée par les vapeurs de l'opium, à qui il fait dire « La mort a peut-être des abîmes charmants, comme la vie. » Les trucs de Villiers, donc, toujours au point de départ, et la fameuse Louise Dionnet, qui était une femme entretenue, qui avait 2 enfants déjà, qui était l'amante de Catulle Mendès, qui fréquentait la bohème de Montmartre, avec l'argent de la tante Quirinou, Villiers a installé Louise Dionnet, la demi-mondaine, la pute on va dire, dans un appartement de la rue à Saint-Germain. Relation tumultueuse, sadomaso entre les deux, en année 1864, un extrait de mon bouquin. Dans l'appartement loué par Villiers, Louise Dionnet est à la fois Salomé et l'Hérodiade de Mallarmé. C'est elle qui décide, organise ses soirées, laissant Villiers sur le banc de touche, dans le rôle du spectateur frustré. Elle reçoit certains soirs un ou plusieurs amants occasionnels, dont son appartement, celui que paye Villiers donc, se montre à leurs bras dans des lieux publics, au Madrid, au Bréban, dans les salons du club cadet. Bon, ça c'est la relation de Villiers qui lui laisse tout faire et qui paye l'appart, qui l'entretient. La Louise Dionnet, dont il était amoureux. Tiens, on va voir leurs lettres. C'est intéressant. Ce que Louise Dionnet, demi-mondaine, écrivait à Villiers, et ce que Villiers là-dedans écrivait et pensait de cette fille. Il y a des lettres. Ils se séparent. La famille est intervenue, ça fout le bordel. Bon.
dépense trop de fric pour cette fille, c'est tout, quoi. Il écrit à cette fille, Louise Dionnet, Villiers lui écrit une lettre, la voilà. Restons bons amis. Puis il la veut plus aussi, parce qu'elle le trompe avec des mecs et qui payent le loyer, il en aura le bol aussi, hein. Mais il est amoureux d'elle. Alors il écrit, restons bons amis. Quand je serai riche, peut-être, si vous le permettez, pourrais-je vous être utile, ainsi qu'à vos enfants. Jusqu'à là, ne me cherchez pas d'aucune manière, vous ne me trouverez plus. Vous n'avez pas voulu voir, eh bien, voyez vos amis et ceux qui vous plaisent. Vous vous êtes trompés, voilà tout. Je vous ai adoré, Louise, et longtemps au milieu d'assommantes souffrances. Mais bah, vous avez raison. Toute affection profonde doit être sacrifiée pour une nuit passable. Vous m'avez fait faire un rêve maudit. Mais après tout, vous êtes, il faut, dis-je, que vous soyez une bien charmante femme, ou Catulle et moi ne sommes que deux fameux imbéciles, ce qui n'est pas absolument admissible. Une lettre de Louise Dionnet qui écrit à Villiers. Elle parle des mecs avec lesquels elle couche. Elle dit à Villiers, mais tu t'inquiètes pour rien. Il paye l'appart et tout. Elle couche avec des tas de mecs, Villiers y râle. Alors voilà ce qu'elle écrit à Villiers. Est-ce que ça a une âme, ces malheureux êtres-là? Est-ce que ça sent ces mots-là, chagrin, malheur, désespoir? Cela ne connaît qu'une chose, leur moi, et ne sent que ce qui se rapporte à ce moi stupide et insolent dont ils sont si fiers. Et dire qu'à ces malheureux idiots, je suis obligé de sourire gracieusement et faire les yeux doux, puisque c'est la glu à laquelle ils laissent leurs plumes. Oh, mais sois tranquille, ce n'est pas le sourire que tu connais que je leur dédie. Elle est maline, hein. Oh, mais sois tranquille, ce n'est pas le sourire que tu connais que je leur dédie. Comme tu le dis si bien, je ne les engraisse pas d'aussi clair. J'aurais regret toute ma vie de leur donner à ces ignobles usuriers de jeunesse et d'amour un seul de ces regards et de ces sourires-là, ni la moindre petite miette de bon ou de beau qui est en moi. Il y en a encore un tout petit peu, je le garde pour toi, Villiers, si tu en veux, car tu es le seul au monde entier, dont l'âme est assez grande et assez pure pour bien le comprendre et n'en pas sourire. Voilà tout le secret de ma vie acariâtre et toujours ennuyée. Je suis fier et tout m'humilie. Je m'aime et je ne puis guérir. Oh, cela me tuera encore un peu plus tôt, tu sais. Je n'en puis plus de la honte et du mal que j'ai. Et peut-être sincère, ouais, bien sûr. Ces deux lettres entre eux. Villiers, dans sa vie de bohème parisien, je feuillette mon bouquin en vous parlant en même temps, bon, on mélange les deux. Il y avait une mode à l'époque, il y avait une mode qui était... il y a eu Augusta Holmès, ouais, cantatrice qu'il a adoré, Augusta Holmès, ouais, bien sûr, ouais. Avec Augusta Holmès, il était voir Wagner, curieux. Il est amoureux de Judith Gautier, Villiers, la fille de Gautier. Ça n'a pas marché. Et Gautier, elle, sortait avec le copain de Villiers, poète, écrivain, décadent, Catulle Mendès. Ils partent voir Wagner en Allemagne. Ils partent voir Wagner. Il y a qui dans la bagnole? Ils prennent le train, ils partent comment? Je sais plus où j'en suis dans mon bouquin. Peu importe. Il y a Villiers. Il y a Judith Gautier qui sort avec Catulle Mendès, qui est là aussi. Judith que Villiers n'a pas pu avoir, il est amoureux d'elle. Et il y a Augusta Holmès, qui est la cantatrice fascinante, qui est là avec eux. Donc un extrait là aussi de mon bouquin, à ce moment-là de l'histoire, sachant sur la page 120, là on accélère. Hein. Privé d'Estelle Gautier, c'est pas Judith, c'est Estelle Gautier, c'est l'autre fille de Gautier, oui. Privé d'Estelle Gautier, enfermé dans des pensées morbides, Villiers retourna plus souvent à la Maison Dorée. Puis un matin de juillet 1869, il accompagna le ménage... ils étaient ensemble, oui. J'oublie plein de trucs, moi. Le ménage Catulle, je sais plus où le ménage Mendès et Judith Gautier, et Estelle Gautier, chez Richard Wagner à Tribschen. La situation devint très compliquée lorsqu'il apprit que la très belle Augusta Holmès, cantatrice célèbre, serait du voyage. Il l'avait courtisée dans le salon de Nina de Villars, échangeant de bons mots et des impressions avec elle, mais il ne s'était jamais déclaré. Augusta Holmès le stupéfiait par son génie musical, sa virtuosité, sa beauté. Devant elle, Villiers ne pouvait que prononcer des banalités en rougissant comme un collégien. Alors ils partent ensemble, Mendès, frère de Beuvery, en poésie, et aussi adversaire, concurrent direct,
qui remporte une double victoire. Il part au bras de la fille Gautier et il emmène aussi Augusta Holmès, la cantatrice, qui est sa maîtresse. Et qu'est-ce qu'il fout Villiers dans l'histoire, là? Il est amoureux fou d'Augusta Holmès, il l'a jamais dit. Son amour avec Estelle Gautier, ça n'a pas marché. Tu vois, le genre de situation psychologique, mon texte reprend. C'est ainsi qu'ils partirent chez Wagner, longèrent des lacs, traversèrent des forêts où bruissaient les légendes du romantisme allemand, les pistolets de Werther, la folie d'Hölderlin. Dans ce fiacre qui les emportait, ils formaient un étrange quatuor fait de regrets, de désirs, d'émotions. Catulle Mendès et sa jeune femme, et Augusta Holmès, la cantatrice musicienne irlandaise qui triomphait dans tous les théâtres, et Villiers, morose, s'enflammant parfois, guettant l'attention fervente des deux jeunes femmes avant de retourner à ses méditations morbides. Catulle filait le parfait amour avec la jeune Gautier, et s'empressait ensuite de passer dans la chambre de la divine Augusta Holmès, la cantatrice. La présence des deux femmes en rivalité constante au bras de Mendès excite et tourmente Villiers. La mathématique de ce quatuor infernal est simple. La jeune fille Gautier n'a aucun désir physique pour Villiers. Et Augusta reste l'inaccessible, qui paralyse, qui brûle les lèvres et empêche de parler. Chez Wagner, Villiers put enfin se déployer à sa manière habituelle, en fascinant l'assistance. Il joua l'une de ses propres œuvres au piano, inspiré au bord de la syncope, et fit une lecture de son manuscrit La Révolte. Réussit-il son opération de séduction auprès du maître, Wagner, qu'il considérait comme un monstre sacré? Et attira-t-il l'attention passionnée de Judith et d'Augusta Holmès? La jeune Gautier se souvient de cette soirée chez Wagner, dans la villa de Tribschen. Elle note dans son journal que ce fameux soir, Villiers se surpassa. D'une voix claire et bien timbrée, il détaillait le texte avec un art parfait et donnait aux sentiments et au caractère un relief remarquable. Réaction de Wagner, de la même chose. Wagner écrit en disant, en parlant de Villiers, nous sommes tombés d'accord sur l'immense talent qu'elle révèle. Il me paraît certain que si l'auteur jette sur le monde idéal, le monde vrai pour n'être jamais réel, le regard pénétrant qu'il a jeté sur le monde existant, le texte qu'il a lu, et s'il a le don d'en faire surgir des types aussi vivants que ceux qu'il nous a présentés, il est un très grand poète, écrit Cosima Wagner en disant aussi ce que pense son mari. La réponse de Cosima qui arrive, Wagner, t'imagines, dans la bohème à Paris, Villiers qui bat des mains comme un homme, ouais, ils m'ont écouté, quel public, comme j'ai bien joué, tout, piano. Ferveur d'un soir, les dérives de Villiers et ses amours impossibles, Augusta Holmès. J'ai retrouvé un CD, je le montre à la webcam, d'Augusta Holmès. Ah, c'est pas elle qui chante dessus, bien sûr, mais c'est toutes les grandes chansons qu'elle a chantées dans les années Villiers. Ouais. C'est chanté par d'autres personnes, avec un piano, une soprano et un piano. Et j'ai choisi ce chanson du Chamelier, parce que Villiers en parle. C'est une chanson chantée par Augusta Holmès, qui le fascinait à chaque fois, cette espèce de... Augusta Holmès, elle chantait quoi quand Villiers était fasciné à cette époque, en 1865, qu'il avait accompagné cette jeune femme, qu'il avait accompagnée. Jamais il a pu lui dire qu'il était amoureux d'elle, comme il l'a dit à la jeune Gautier. Augusta Holmès, la chanson du Chamelier, qui avait fasciné Villiers. Séduit Villiers, fasciné, je sais pas ce qui... On va voir ce qui... J'essaie de voir ce qu'il avait ressenti, tiens. On fait l'expérience Villiers, on y va. Augusta Holmès, elle est là en vrai, on l'écoute, elle chante exactement ça. La
Voilà, c'est une chanson exactement d'Auguste Holmès qu'elle chantait à cette époque-là. Il y avait les plaisirs macabres, après des nuits, avoir bu du champagne. Il y avait du fric à ce moment-là qui arrivait par la tante Quirinou, toujours par la famille, dans les brasseries. Ils allaient voir au petit matin, avec des mimes mondaines, leur nana du moment, de la nuit. Ils allaient voir un spectacle qu'ils aimaient bien, ça faisait monter l'adrénaline. C'était pas une course de bagnole, c'était pas un tauromachie, c'était pas... C'était la décapitation. Et oui, la guillotine, elle était sur la place publique. Et les jours de Plau, exécution capitale, bah eux, ils venaient, avec d'autres, il y avait du monde, il y avait des gens qui louaient même des pièces, des pioles pour regarder, quoi. Ils venaient au petit matin, sortant des nuits de beuverie, ça se passait toujours à l'aube, ils venaient au petit matin, rue de la Roquette, devant la prison de la Roquette, assister au travail de la guillotine, l'échafaud, dans la rue. Et Villiers était un témoin friand, et ses amis aussi, de voir une décapitation avec leurs yeux. Et là, un extrait de mon bouquin, toujours, sur Villiers. Alors, les plaisirs macabres. Le titre de ce chapitre, mais j'en dirai qu'un extrait, c'est « Les plaisirs de la décapitation ». Ouais. L'échafaud dressé devant la prison de la Roquette, à chaque exécution, obsède Villiers. Il en a fait le personnage central de plusieurs de ses contes cruels. Le convive des dernières fêtes, le secret de l'échafaud, les fantasmes de Monsieur Redoux, ce Maouin, l'étonnant couple moutonnet, on peut en citer plein. Il a écrit un texte pamphlétaire sur la guillotine qui s'appelle « Le réalisme dans la peine de mort », à partir de notes qu'il dit, crayonnées place de la Roquette, sous les fumeuses lanternes de notre instrument de supplice, au cours de la dernière exécution, celle d'un anonyme. La tête tranchée. Cette monomanie de la tête tranchée, elle appartient pas seulement à Villiers, j'en parle dans ce texte aussi, on la retrouve sous la forme de jeu de société dès 1836, où elle prend le nom de répétition à guillotine. On y joue encore du temps de Villiers, pour effrayer et séduire les grisettes de Montmartre. Le jeu consistait à basculer sur le dos d'une chaise en imitant la bascule de l'échafaud. Le but du jeu était de tomber avec grâce, comme s'il s'agissait d'une danse avec la mort, de se faire guillotiner élégamment. Ça, c'était le jeu qu'on trouvait à l'époque. Et Villiers, la guillotine. Rue de la Roquette, on peut boire un verre, écrire des pages, assis à la terrasse d'un café, et essayer de voir la silhouette du grand échafaud. Villiers était là le 5 juin 1864 pour l'exécution du docteur de la Pommeraye, assassin de sa maîtresse et de sa belle-mère. Je suis étonné par la description froide, clinique, qu'il fera du mécanisme de la guillotine dans le secret de l'échafaud. Alors, je cite Villiers, « C'est, je l'atteste, un instrument parfait. Le couteau-glaive, agissant à la fois comme un coin, comme faux et comme masse, intersecte en biseau le cou du patient en un tiers de seconde. Le décapité, sous le heurt de cette atteinte fulgurante, ne peut donc pas plus ressentir de douleur qu'un soldat en éprouve sur le champ de bataille, de son bras emporté par le vent du boulet. La sensation, faute de temps, est nulle et obscure. Puis vient l'exécution, racontée dans le réalisme dans la peine de mort. Villiers dit, brusquement, la bascule joua, le carcan s'abattit, la lueur du couteau passa, un choc terrible secoua la plateforme, les chevaux se cabrèrent à l'odeur magnétique du sang,
et l'écho du bruit vibrait encore que déjà le chef sanglant de la victime palpitait entre les mains impassibles du chirurgien de la pitié. Ça, c'est Villiers assistant à des exécutions capitales. Les petits plaisirs qui se donnaient, morbides et vachement lucides. C'est une analyse qui vaut un tableau de peintre. L'impressionnisme dans la guillotine, ça peut... Les nostalgies de Villiers, est-ce qu'il était vraiment cette perversion? Villiers est un être déchiré, ok. Je reprends mon texte plus loin. Comment Villiers s'en sortait-il avec ses idéaux? La femme unique, l'amour magique, transcendé, désincarné, et les perversions, les sensations vives, les brûlures de la chair. Il vécut ces apparentes contradictions enfermé dans le même rêve, sur la même ligne de haute tension. Il était emporté dans la grande spirale désintégrantes, magnifiée par Huysmans dans À rebours, serrant contre son cœur, certains soirs, les idéaux de son enfance, les souvenirs miraculeux, avant que la mort n'entre dans le jeu et ne vienne menacer le corps de corruption, de pourrissement. Par-delà, il gardait sa terre secrète, le jardin du Graal, où flamboyaient ses rêves d'enfant, et dont l'éloignement lui communiquait une douleur sourde, inguérissable. S'il y a l'enfer et la damnation, il y a aussi le paradis d'avant la chute. Lorsque Villiers se souvient, il ne quitte pas son rêve. Son enfance est une profonde rêverie sur les saints, les martyrs, une violence de l'histoire qu'il veut éblouissante et noble. Villiers écrit, il se souvient, nostalgique de son enfance, « En Bretagne, c'était il y a 30 ans, notre coutume d'écolier de tracer en haut de nos devoirs ces 3 caractères V, H, V. Cela signifiait « Vive Henri V ». Il semblait à nos imaginations d'enfants que la page en était plus belle. Les murs, les pupitres, les arbres de la cour de récréation, le chevet de nos lits, au-dessus du bénitier, présentaient au regard des inspecteurs l'un ou l'autre de ces signes symboliques. Nous recélions aussi dans nos livres de prière et de classe, à titre de signets, des images du descendant de Saint-Louis. Elles s'y confondaient avec celles des saints et des martyrs. Je reprends, souvenir d'une fidélité perdue, proscrite. Par un jeu pervers des sensations, Saint Jean avait échangé sa place avec Judas. Le marquis de Sade avait remplacé Saint-Louis. Et c'est les larmes aux yeux que Villiers se souvenait. Les soirs de promenade en forêt, écrit Villiers, soit dans Brocéliande, il est en Bretagne, soit dans Bois du jour, Bois de la nuit, après avoir dîné dans quelques clairières, à l'ombre de ces chênes dont les hauts branchages avaient autrefois béni les chevaliers d'Armor s'exilant pour la croisade, où nous avaient fourni les fermes lances du combat des 30, nous revenions, enfants, en chantant, toujours en chœur, une romance d'aujourd'hui ancienne, douce, naïve, haute et pure comme notre fidélité, vers les rives de France. C'était d'une mélancolie poignante, et cependant qui nous semblait tout illuminé d'avenir. Borders of song, borders of sand, land of the sea. Ouais, il avait la Bretagne nostalgique, royale et guerrière, celle du vieux granit, des vieilles légendes sorcières, de la vieille histoire en lui. Et il est mort terrassé par le titan de l'histoire et de la légende. Il est mort comme nous tous, écrasé par l'inconnaissable, ouais. Misérable, quoi. Green land of ours, days of misfortune and days of doubt are gone, gone with the tide, and days of hope to settle down will come, wash out the blue. It's all up to you.
Et il est passé, c'est le sous-titre de mon livre, Splendeur et misère, de la splendeur, bohème, argentée on peut dire, brûlant sa vie, malgré la fièvre, les pathologies, les égarements, la traversée des gouffres, à la misère, parce que sa famille a fait faillite, plus de fric, qui arrive à Paris. Villiers, tu te démerdes. Le début d'un chapitre, comme ça quelques lignes, les années fastes ne durèrent pas longtemps. Tante Quirinou meurt le 13 août 1871, les parents de Bretagne sont dans la gêne, et la manne providentielle n'arrive plus. Le marquis, son père, s'est ruiné en poursuivant des chimères lors des chevaliers de Malte, qu'il disait enterrés près de Quintin, à Lannion, ou dans d'autres châteaux et manoirs bretons. Ce descendant d'une illustre famille croyait faire fortune en exhumant les richesses de ses ancêtres, partant du principe que les Villiers de l'Isle-Adam avaient enfoui quelque part leur argenterie, leurs bijoux, leurs richesses qu'ils ne pouvaient emporter avant d'émigrer sous la terreur. Les achats de terrain aussitôt revendus avec perte, et les fouilles infructueuses ont eu raison des rêves du marquis et de ses dernières économies. Cette quête fiévreuse de l'or le laissa malade et ruiné au seuil de la vieillesse. 2 solutions s'offrent à Villiers, à Paris. Il n'y a pas d'argent. Il peut revenir en Bretagne, mon texte je reprends, et trouver un emploi stable, honnêtement rémunéré, ou bien rester à Paris pour y mourir de faim. Villiers sait que les rêves peuvent tuer, mais il préfère la ligne de front, l'expérience dangereuse de vivre, l'ivresse, l'état poétique permanent. Il n'est pas de la race des coqs de basse-cour qui officient dans les administrations de province. Ses ancêtres avaient imposé leurs rêves de sang et d'or par le fer, en se fracassant sur d'autres armées, comme dans des grands combats mythologiques. Villiers ne se rendrait pas. Même dans les années de misère, il garda en lui l'idée qu'il était ce prince qu'on attendait, élu pour un grand destin. La misère soudaine agit-elle comme une gêne, un handicap, ou comme une fatalité, une réponse des augures? Pour l'accepter difficilement et l'intégrer à sa couronne royale, il fallait bien que Villiers se tourne vers la légende, vers le rêve, et les croyances les plus folles, qu'il se perde dans le vol de l'aigle et redevienne impénétrable. Ses nombreux domiciles furent ceux d'un nomade, d'un exilé, d'un maudit. C'est ainsi qu'il devait les incorporer à sa légende, en les plaçant sous l'œil du soleil noir. Comment expliquer la naissance de son fils, Totor, c'est le prénom du fils, à ses amis du café de Madrid? Totor qu'il a eu en couchant avec sa bonne, sa servante, celle qui fait le boulot, le ménage chez lui. Misérable petite bonne femme, Marie Dantin. Le Villiers, il couche avec elle, il a un gosse, on le baptise Totor. Comment expliquer au café de Madrid Totor, quoi? Eh bien, il explique, Villiers, tu sais ce qu'il dit? Il dit, je cite, ça c'est cité par un autre, dans la Pétoque de la Pléiade, bon, les notes, il dit que cet enfant lui avait été apporté dans une corbeille à son domicile, le délire, hein, de la part d'une princesse authentique, d'une beauté surhumaine, qu'il avait rencontrée et possédée dans une serre au cours d'une soirée chez la princesse Ratazzi. Voilà, le mec, il s'est sauté une princesse chez la princesse Ratazzi dans une serre autour des plantes vertes comme ça, et puis ils ont eu un enfant, elle lui a mis dans une corbeille chez lui, alors qu'il l'a eu avec sa bonne, Marie Dantin, qui fait le boulot chez lui. Et donc, il faut qu'il ait de l'argent et qu'il vive. Et Villiers, il emmenait Totor, son fils, dès qu'il pouvait, quelques années, il l'emmenait avec lui au Madrid, au Bréban, les cafés des boulevards, lorsqu'il avait touché un peu d'argent du Figaro, du Gil Blas pour un article, un texte. On a une description de Totor, de l'enfant, qui est donnée par Huysmans. C'est comme un instant sur la pellicule du film. Je reprends mon texte. On y voit Villiers accompagné de Totor, portant une grande casquette de matelot, à l'un des dîners de la rue de Sèvres, auquel était convié aussi Léon Blois. Et Huysmans dit, Villiers est venu dimanche avec son enfant. Imaginez un mioche joli, bien qu'ayant le type calmouque du père, avec de grands yeux qu'il tient évidemment de sa mystérieuse mère, ce pauvre petit diable, très gentil, trop intelligent, et un Villiers maternel plus que paternel, c'était vraiment touchant. Ça a fini par exemple, comme toujours à minuit. Villiers divaguait, et il a fallu que Blois les reconduise, crainte d'accident,
tandis que Villiers dissertait de sciences occultes. Il rendait son mob chez lui. Mais comment protéger Marie Dantin et Totor? Le rassurer, le gîte et le couvert, il n'a pas d'argent. Je reprends mon texte. On retrouva Villiers, boxeur d'occasion, dans une salle de boxe anglaise du boulevard. Il avait trouvé là une nouvelle façon de combattre, plus sordide au quotidien, qui n'avait pas le panache de ses ancêtres, mais illustrait parfaitement l'héroïsme et la décadence dans la pauvreté. Léon Blois, il prenait des coups dans la gueule, c'est ça, quoi, on le payait, quoi, pour ça. Salle de boxe. Léon Blois, l'un des récents amis de Villiers, lui aussi tourné vers les entreprises surhumaines de l'esprit, imprécateur, provocateur et prophète, monta souvent au créneau pour défendre l'honneur de son compagnon de vision. Il dit « Mon ami, le comte Villiers de l'Isle-Adam, titulaire d'un des plus grands noms de l'Europe, et l'une des plus lumineuses intelligences de poètes qu'on ait vues en ce siècle, est moniteur dans une salle de boxe anglaise et reçoit aux appointements de 60 francs par mois environ 2 douzaines de coups de poing sur la figure chaque semaine pour nourrir son fils. » Parfois, il y a des rebondissements dans la vie de Villiers. Calman Lévy refusa les contes cruels en 1875, sans peut-être même les avoir lus. La copie de Villiers ne les intéressait pas. C'était sans appel, jusqu'à ce jour de l'année 1882, où l'éditeur lui fit signe. Si mardi ou mercredi vous êtes libre dans la matinée, je vous serai obligé de venir me voir au sujet du volume que vous m'avez proposé et dont j'ai pu prendre connaissance. Grande joie pour Villiers, les contes cruels vont sortir. Quand ils sortent, que dit Huysmans? C'est Mallarmé qui parle. Mallarmé, dès que les contes sortent dans un canard, il écrit « La langue vraiment d'un dieu partout ». Fabuleux! Alors on aurait pu croire, je reprends mon texte, que le ménage Villiers, Dantin, Totor allait gravir l'Olympe, accéder au confort, à la notoriété. À chaque fois que Villiers aurait pu laisser son nom au fronton d'un théâtre, sur la couverture d'un livre à succès, surgissait le dieu à la hache. Sa pièce dramatique, Le Nouveau Monde, qui fut jouée au Théâtre des Nations, ne tint pas plus de 17 jours à l'affiche, malgré les éloges et le soutien passionné de la bohème montmartroise. Quelques jours avant la première, Villiers, qui croit que ça va marcher, sa pièce, Villiers, serein, loue un appartement confortable, boulevard Haussmann, et commande pour 1200 francs un mobilier en palissandre, sans se soucier du coût. Il échappe à l'habituelle méditation morbide et il fait des rêves de gloire. Et il dit « Nous aurons bien 300 représentations. La salle fera une moyenne de 8000 francs. Mes droits d'auteur sont de 12,5%. Au bas mot 300 000 francs. Et le château de mes pères, actuellement en ruine dans les Côtes du Nord, près de Saint-Brieuc, sera rebâti magnifiquement. » Et Villiers, qui y croit, s'achète un nouveau manteau de loutre, superbe, se livre à des tas de calculs, plastronne à la terrasse des cafés, distribue de l'argent, il va gagner plein, quoi. La pièce est lancée, et c'est parti. Et voilà ce que dit un chroniqueur du National, un journal de l'époque. Chaque représentation coûtait 1000 francs pour 360 francs de recettes en moyenne. Échec. Une fois de plus, Villiers, je reprends mon texte, avait l'impression de s'effondrer, frappé par un boulet en pleine poitrine. Puis il reprenait de la distance, sans cesser de souffrir, s'installant de nouveau dans la carcasse douloureuse du poète maudit, célébré par Musset, Gautier, Hugo, Baudelaire, dans la chaloupe du fou, insouciant des naufrages. Bon, je saute des pages, et là, il est malade, Villiers, il a des bronchites chroniques. La maladie, eh oui, la maladie chez Villiers, ça existe. Bronchite chronique de Villiers, en vérité c'est un cancer qui couvre, bon, mais enfin... Je reprends mon texte, page 138. Ces bronchites chroniques qui encombraient et détruisaient progressivement ses poumons étaient dues à la précarité de sa vie matérielle, à la pauvreté de son logis. Pendant tout le mois de juin, précise Alan Rett, son état resta à peu près stationnaire. Heureusement, il faisait chaud, mais la maison était très humide et il fallait garder un feu dans la cheminée toute la nuit pour empêcher le retour de la bronchite. Mon texte surprend. Comment guérir une bronchite dans une maison humide? Il ne s'agit pas d'un exploit poétique du décadentisme, mais d'une réalité, d'un piège mortel pour poètes, qu'on trouve encore en 2002, dans ce siècle du progrès pour tous. Villiers fumait trop de cigarettes, ce qui n'arrangeait pas l'état de ses bronches.
Les maux d'estomac étaient plus fréquents. À chaque fois, il grimaçait, il est mort d'un cancer d'estomac. À chaque fois, il grimaçait, serrait les dents sur sa douleur. Comment écrire, vivre et aimer dans la continuité quand la douleur vous cloue au sol comme un pouvoir sorcier? Les médecins lui prescrivirent un régime inutile, puisque Villiers souffrait d'un cancer avancé. Ils lui imposèrent de renoncer à la bière et au tabac. Autorisation de boire du vin, mais à des doses homéopathiques coupées avec de l'eau. Les huissiers, fins limiers, n'ont pas perdu la trace du mauvais payeur. Ils vont lui montrer comment fonctionne la justice des droits de l'homme. Je cite Alan Rett. En avril 1886, il fut victime d'une saisie pour le compte du Crédit Général des Flandres de Bruges. Le 1er mai, au 31 rue de Maubeuge, ses meubles furent vendus, et la fiche de la vente montre que ses possessions se réduisaient à peu de choses. Bureaux, tables, chaises, calorifères. Je continue mon texte. Il est comme un soldat qui voit ses bastides, ses défenses tomber une à une, et qui se retrouve sans armes, entouré d'ennemis. Il peut se rendre, ou aller jusqu'au bout de son rêve d'or et de sang, comme les chevaliers du Saint-Sépulcre, ses ancêtres. Villiers a choisi l'audace de vivre, l'insécurité, les blessures et les éblouissements. Cette seule attitude irréductible lui donne droit aux remparts de Saint-Jean d'Acre, à ceux de Fort-Alamo. Difficile de s'accouder à des remparts dans ces villes du progrès. On s'y traîne misérablement, exhibant ses blessures aux yeux de tous. Villiers n'est plus le fringant mousquetaire du roi, il est devenu François Villon vieillissant. On est loin des grands rêves rimbaldiens, des credos conquérants. Ma richesse, je la voudrais tachée de sang, ça c'est Rimbaud. Villiers traversant la place de Clichy, tenant par la main le minuscule Totor, claudiquant, coiffé de sa casquette de matelot, peut faire pleurer, comme Chaplin fait pleurer à l'écran dans Les Lumières de la ville. L'écrivain Jean Ajalbert se souvient de Villiers, qu'il connaissait, rencontré un jour d'hiver. Il n'avait plus son menton emblématique orné d'un col de loutre, le chapeau à large bord et cette présence batailleuse qui ravissait ses amis. Il grelottait dans un mince par-dessus flottant déboutonné, dont il serrait le col d'une main à sa gorge, le vent agitant le vêtement sur ses épaules maigres, comme une défroque de mannequin, d'épouvantail d'oiseau. Je reprends. Dickens, peignant le prophète Élie, dans ses moments d'intimité, lorsqu'il n'est pas saisi par la caméra de Dieu. Encore une fois, l'albatros de Baudelaire, que ses ailes de géant empêchent de marcher. Quand il descend la rue de Maubeuge sous les rafales du vent et qu'il se rend au café de Madrid, il laisse des traces d'oiseaux migrateurs. Il respire en même temps les embruns et les poisons, comme tous les rapaces nostalgiques, élevés en captivité. C'est à cette attitude qu'on reconnaît le décadent, tordant le cou à la fois, mordant les lèvres de la Vierge en hurlant des mots d'amour, courtisant le diable autour d'une tasse de café, heurtant une poubelle dans la rue, s'effondrant malade dans son escalier, des rêves de Byzance plein la tête et l'envie de vomir. Villiers est-il un dynamiteur ou rêve-t-il du retour du roi? Les deux, dans un même crochet de douleur, insidieusement mêlés. On peut considérer Villiers comme un Robin des Bois du Verbe, lançant ses traits de feu sur les troupes du roi Jean, l'usurpateur, et en même temps, comme le roi Richard Cœur de Lion, revenant de croisade, avec la volonté de reconquérir son trône, son royaume. Pour Villiers, ce fut Malte, l'enracinement héroïque, et bien au-delà, le royaume de Byzance, le trône mythique auquel il rêvait. Ces actes de reconquête se terminent toujours par des fiascos, de misérables défaites. On voyait alors Villiers dans la défroque du vaincu, genou à terre, et pourtant encore porteur d'une oriflamme brandie vers le grand rêve impérissable. Byzance, Malte, Tulla Fabiana, Isis, et au-delà, l'immortalité. Et si Villiers pouvait ne pas mourir? Cerné par ses angoisses, en état d'urgence, corbeau noir sur l'épaule, Villiers espère cette folle possibilité, vaincre la mort. Dans ces moments-là, Villiers-l'Adam acceptait de souffrir dans la dépouille misérable du Christ. Ces tentatives de rédemption, de résurrection, sont visibles dans la foi naïve ancestrale des Villiers, catholiques de la Bretagne profonde, et dans les interrogations et les affirmations du poète. Il écrit dans ses cahiers « Dans la mort, être éternellement en ce qui est Jésus-Christ pour l'aimer de tout son être ».
C'est un acte de fusion absolue. Ce désir d'immortalité à travers le Christ Jésus apparaît dans une autre note du cahier où il écrit « Je me fous de la littérature. Je ne crois qu'à la vie éternelle. » C'est dit sans équivoque. Bon, je continue mon texte. La parole, enjeu important pour Villiers, le texte écrit. Il en est où, Villiers, dans cette histoire? Il en est à ce qui est encore aujourd'hui toujours le problème du temps et de la menace. Il est malade. Un extrait de mon livre rapide, comme ça, arrive à un moment où Villiers se rendit compte qu'il s'épuisait dans ses discours interminables, alors qu'avant il s'enflammait, trébuchait parfois, perdait le fil, ou se taisait, attentif à une douleur soudaine, une gêne, une somatisation, une torture du corps. Un seul verre de vin le rendait ivre, titubant. Villiers le sentait dans son corps, dans ses nerfs. La meute des chiens gagnait du terrain. L'urgence de vivre était de plus en plus accélérée par ses angoisses physiques. Écrire, lorsque l'estomac est traversé par un trait de feu qui persiste, installe la douleur intolérable, relève du comportement samouraï et de l'ascèse stoïcienne. Le sirop de laudanum et les grains d'opium achetés à la pharmacie diminuent la douleur et permettent d'écrire quelques belles pages. Il y a aussi ces moments de rémission, où Villiers semble guéri, où tout va bien. Il peut écrire longtemps, noircir des pages, faire descendre la foudre. La vie d'un créateur qui se tue et que sa propre création fout en l'air, et qui ouvre de grands espaces. Stéphane Burgala n'a pas rencontré Villiers, mais il aurait pu, bien sûr. Les deux grandes œuvres de la fin de la vie de Villiers, Axel et le Faust. Son Faust à lui, c'est Axel. L'Ève future, bien sûr, dont on a parlé. Aussi les contes cruels qui ont été publiés avant, mais qui sont très importants.
Tout ça se trouve en livre de poche aujourd'hui. Hein. Donc un extrait encore de mon livre à la page 170, on arrive vers la fin de l'histoire, on a sauté pas mal de choses évidemment. Alors Axel, son œuvre, est le Faust du poète breton. Il s'enracine, Axel, dans les terres brumeuses, les landes, les forêts profondes. C'est un Roméo et Juliette métaphysique, qui aurait la grandeur sauvage de la tétralogie wagnérienne. Son souffle, ses enjeux cosmogoniques. L'œuvre devait être divisée en 5 parties, le monde religieux, le monde tragique, le monde occulte, le monde passionnel et le monde astral. Il n'eut jamais le temps d'écrire la 5e partie, celle de la rédemption, de l'accomplissement par-delà les ténèbres, l'union mystique ultime qu'il a toujours espérée, depuis sa méditation sur la mort au chevet de la jeune fille de Saint-Brieuc. À la dernière page d'Axel, son drame lyrique, son Faust, son opéra, qui n'a pas le côté aiguisé, mordant des contes cruels. Dialogue entre Axel et Sarah, qui sont élus pour cette... il y a la grande, voilà, les quelques mots qu'il prononce à la fin, avant de s'empoisonner. Roméo et Juliette, métaphysique, de la métaphysique bien sûr, le grand drame alchimique, Axel, initiatique de Villiers, qu'on trouvait même à l'époque dans une collection ésotérique qui s'appelait La Colombe, je crois, ouais, avec des textes de Gustave Mérink, entre autres. Préfacé par Pierre Mariel, je me souviens. Donc, la fin du drame de Villiers, Axel et Sarah qui s'empoisonnent, Axel élevant sa coupe. Bon, je reprends mon texte un peu avant, à la dernière page, bon, qui termine Axel, Sarah de Maupert et Axel s'empoisonnent après une nuit de félicité. Villiers, malheureux et désabusé, lance la grande plainte nihiliste du livre, qui est pourtant tournée vers l'idéal, la pleine lumière, la rédemption. Axel, élevant sa coupe. Vieille terre, je ne bâtirai pas les palais de mes rêves sur ton sol ingrat. Je ne porterai pas de flambeau. Je ne frapperai pas d'ennemis. Puisse la race humaine, fatiguée de ses vaines chimères, de ses vains désespoirs, et de tous les mensonges qui éblouissent les yeux, faits pour s'éteindre, oui, puisse-t-elle finir, en s'enfuyant indifférente, à notre exemple, sans t'adresser même un adieu. Il parle à la terre. Sarah, tout étincelante de diamants, inclinant, les commentaires sont de Villiers, hein, c'est une pièce, inclinant la tête sur l'épaule d'Axel et comme perdu en un ravissement mystérieux. Maintenant, puisque l'infini seul n'est pas un mensonge, enlevons-nous, oublieux des autres paroles humaines, en notre même infini. Et Villiers précise, Axel porte à ses lèvres la coupe mortelle, boit, tressaille et chancelle. Sarah prend la coupe, achève de boire le reste du poison, puis ferme les yeux. Axel tombe. Sarah s'incline vers lui, frémit, et voici gisant, entrelacés, échangeant sur leurs lèvres le souffle suprême. Puis ils demeurent immobiles, inanimés. À présent, le soleil jaunit les marbres, les statues. Et troublant le silence du lieu terrible où 2 êtres humains viennent ainsi de vouer eux-mêmes leur âme à l'exil du ciel, on entend du dehors les murmures éloignés du vent dans le vaste des forêts, les vibrations d'éveil de l'espace, la houle des plaines, le bourdonnement de la vie. C'est la fin du texte de Villiers avec son commentaire. Villiers, et puis il y a le Lève futur. Lève futur, cette femme complètement créée de toutes pièces. Villiers l'imagine dans son livre, qu'Edison, le savant Edison, ce qu'on appelle le sorcier de Menlo Park, Edison, l'inventeur du téléphone, du phonographe, du microphone, de la lampe électrique, etc. Un nouveau Faust, il le met en scène, c'est lui aussi, créant cette Ève future, une Ève du futur, entièrement cybernétique. Et Edison, le personnage, la superbe texte de Villiers, dans le livre, voilà son dernier grand amour, cette femme artificielle, robotique. Edison, son personnage, explique dans le livre comment fonctionne l'automate. Écoutez bien le texte de Villiers, il est superbe de saisie. Edison explique les mécanismes secrets de fonctionnement de l'automate. Villiers écrit « Une fois
le corps, la couleur, le mouvement, tout, quoi. Ça ressemble, c'est une femme. Mais il dit, une fois la nuance de la blancheur dermale bien saisie, le derme, quoi, la peau, voici comment je l'ai reproduite grâce à une disposition d'objectif. Cette souple albumine solidifiée et dont l'élasticité est due à la pression hydraulique, je l'ai rendue sensible à une action photochromique très subtile. J'avais un admirable modèle. Quant au reste, l'humérus d'ivoire contient une moelle galvanique en communion constante avec un réseau de fils d'induction enchevêtrés à la manière des nerfs et des veines, ce qui entretient le dégagement de calorique perpétuel qui vient vous donner cette impression de tiédeur et de malléabilité. Si vous voulez savoir où sont disposés les éléments de ce réseau, comment ils s'alimentent pour ainsi dire eux-mêmes, et de quelle manière le fluide statique transforme sa commotion en chaleur presque animale, je puis vous en faire l'anatomie. Ceci est le bras d'une andréide de ma façon, mue pour la première fois par ce surprenant agent vital que nous appelons l'électricité, qui lui donne, comme vous le voyez, tout le fondu, tout le moelleux, toute l'illusion de la vie. Il continue son texte, Villiers, si je reprends le mien, c'est une descente dans le virtuel le plus concret que l'on peut toucher avec ses doigts, l'incarnation violente et immédiate du rêve, une autre réalité réveillée et dynamisée par l'imaginaire. Dans cette dérive postmoderne, le passé n'est pas oublié. Villiers est aussi un idéaliste. Il ne cessera jamais de lier l'idéal du cœur à la mécanique empoisonnée des perversions, avec force, pour donner fiévreusement un corps à l'invisible. Dans L'Ève future, Edison, son personnage, lève la main et prête un serment solennel qui sonne comme un véritable défi lancé à Dieu et à toute la création. Il va construire cette Ève future. J'arrêterai au plus profond de son vol la première heure de ce mirage enchanté que vous poursuivez en vain dans vos souvenirs. Et, la fixant presque immortellement, entendez-vous, dans la seule et véritable forme, vous l'avez entrevue, transfigurée selon vos vœux. Je doterai cette ombre de tous les chants de l'Antonia du conteur Hoffmann, de toutes les mysticités passionnées des Lygia de Diarpo, de toutes les séductions de la Vénus du puissant musicien Wagner. Enfin, pour vous racheter l'être, je prétends pouvoir faire sortir du limon de l'actuelle science humaine un être fait à notre image, et qui nous sera, par conséquent, ce que nous sommes à Dieu. Ça, c'est le texte de Villiers sur L'Ève future, c'est en poche, on peut le lire. Ce bouquin superbe, Villiers, ouais. Mon texte continue, plus loin dans le texte. La douce jeune fille de Saint-Brieuc, illuminée par la mort, puis les femmes fatales du boulevard, et la misérable, pauvre et humaine Marie d'Antin, débouchée sur cet automate du futur, qui jouait avec ses perversions tout en épanchant sa soif de création et d'amour. Villiers, le poète de l'idéal, avait remplacé la femme mythique par la femme futuriste. Le décadentisme n'était pas condamné à mourir avec le siècle. On lui promettait de nouvelles aurores. Et mon texte se termine, mon livre, les dernières lignes. Je saute des pages, bien sûr. C'est le même Villiers qui épouse Marie d'Antin, il l'avait pas épousée, sur son lit d'agonie, quand il meurt, le 14 août 1889. À l'hospice des frères de Saint-Jean-de-Dieu à Paris, et reconnaît Totor comme son fils légitime, ce qu'il n'avait pas fait avant. Rongé par un cancer de l'estomac, au moment de basculer, il devint le chevalier Villiers de l'Isle-Adam, homme de noblesse et d'idéal, puisqu'il épouse cette pauvre femme, sa femme de ménage, il a eu un gosse, et que son gosse Totor, il n'a pas appelé William ou Siegfried, c'est Totor, hein, comme dirait Arletty. Eh bien, c'est quoi ce Villiers-là? Moi, je dis, à la fin de mon livre, qu'à ce moment-là, quand il reconnaît ce gosse et qu'il épouse cette femme, alors qu'il va mourir, rongé par un cancer de l'estomac, au moment de basculer, il devint le chevalier Villiers de l'Isle-Adam, homme de noblesse et d'idéal. 3 points de suspension, à moins qu'il ne s'agisse d'une ultime perversion, aiguisée, amplifiée par les sensations d'amour et de charité du dernier conte cruel avant l'obscurité.
je suis. Ouais, l'être humain a du mal à surnager dans le grand flot qui emporte tout. Il est vite noyé. Urgence, mes frères, urgence. Les temps sont lourds. Les ciels plombés, les rêves dématés, cale sèche et radoux. Nous errons dans des humanités molles, des modernités floues, main moite et jarret qui lâchent, cœur au devant pourtant, vieux poing rouge qui se serre. Parmi les perroquets péremptoires qui picorent et pérorent, ça écœure. Et nous attendons les orages, les grandes eaux, les grands vents, les folles trouées, de quoi étancher les hautes soifs qui travaillent nos nuits et nos jours, nos crépuscules de dieux ivres qui rôtent sur les crêtes. Les mises au pas, les mises à pied, les mises en plis planétaires des belles draperies d'hommes, c'est dans l'air. Alors, allez-y, pliez, coupez, cousez à vif, tapez vos chiffres dans nos plaies, charcutez-nous bien jusqu'à l'os, sous vos pains totales et vos neuroleptiques. Faites le vide dans la tête du taureau, les oreilles et la queue dans le formol des cliniques de l'avenir. Quant à nous, nous attendons les orages, les coups de foudre dans les nerfs, les éblouissements révélateurs, les jaculantes verberies qui bouent dans les marmites clandestines, les sans-voix, les sans-grattes. Salut du fond de nos gamelles pleines d'étoiles, aux pirates de la flamboyance, aux retors et aux réfractaires. Comptez sur les doigts du Django s'étend quand sa perce bleue sous les tempos. Pendant que les fouettards, les lustucrus, les petits glabres, les grands velus poussent du groin et font de l'ordre dans le beau désordre des mondes. J'ai dans la horte un rouge-gorge qui m'embrase le répondeur. Allô, c'est moi, je suis ailleurs. Si je reviens, visez au cœur. Les absents sont-ils encore dans l'annuaire? Ils font semblant de s'y taire. Ils se terrent loin dans le ventre chaud de la terre. Pendant ce temps, à l'amarrage, nous attendons les orages. On bricole, on fait des patiences, on fait le mort dans tous vos bridges. On fait son singe dans l'arbre, on ne dort que d'un œil. On engrange d'autres savoirs. On résout des équations incandescentes à 1000 inconnus lézards qui se dort au soleil d'un éternel été. Dernier chamelier des caravanes intérieures, danseur de lune là-bas, dans les dunes, nous attendons les orages.